En quelques heures, un désert longtemps silencieux a basculé, révélant une accélération que personne n'avait anticipée. Là où les puissances extérieures dominaient autrefois le tempo, le basculement initié par Ibrahim Traoré a imposé un rythme nouveau, précis, resserré, presque chirurgical. Que signifie pour vous cette rupture nette quand un territoire réputé immile décide soudain de réécrire ses propres règles sans attendre personne? Dans cette faille temporelle, un futur autonome se dessine. Si l'onde de choc partie du Sahel intrigue autant, c'est parce qu'elle promet plus qu'un simple changement militaire. Elle annonce un basculement durable dans la manière dont une région longtemps marginalisée décide enfin de maîtriser son propre destin. Comprendre ce tournant offre un avantage concret. Saisir comment un espace réputé fragile devient en quelques mois un laboratoire de souveraineté où chaque décision est pensée pour durer. Une microdynamique capitale apparaît ici. Lorsque les pays du Sahel ont cessé d'attendre des solutions extérieures, leurs marges de manœuvre ont explosé, révélant une capacité d'action souvent sous-estimée par les observateurs. Cette reconfiguration interne n'est pas un slogan, mais un mécanisme précis où l'information circule plus vite, où les chaînes logistiques se resserrent et où les coopérations locales remplacent les dépendances anciennes. Ce que l'on gagne alors, c'est une lecture totalement nouvelle de la sécurité, de l'économie et même des rapports de force régionaux. Et pour vous, cette histoire n'est pas distante. Elle montre comment une région considérée comme condamnée peut, par pure organisation, renverser les attentes mondiales. En moins de 48 heures, une zone autrefois considérée comme ingérable a démontré une synchronisation opérationnelle que même les analystes les plus optimistes n'avaient jamais envisagée. Dès les premières transmissions, un indicateur précis, la réduction du délai d'alerte à 40 secondes, a agi comme révélateur d'un basculement profond. Ce renversement ne relève ni du hasard ni d'une improvisation brillante. Il résulte d'une méthode patiemment élaborée où l'Alliance sahélienne a transformé des ressources limitées en levier d'action. Dans ce cadre, le rôle d'Ibrahim Traoré devient central, non pas comme figure militaire classique, mais comme catalyseur d'une logique qui repose sur la cohérence plus que sur la force brute. La scène se cristallise d'abord à Tindiibin, un désert longtemps perçu comme une frontière morte, qui devient soudain le point de convergence d'ingénieurs locaux, de réseaux artisanaux repensés et de chaînes de décision resserrées. Cette mise en commun s'est faite sans flamboyance, presque en silence, mais avec une précision qui contraste avec les années de dépendance aux modèles extérieurs. Là où l'on attendait la lourdeur administrative, on observe une circulation fluide de l'information. Là où l'on anticipait des délais interminables, on voit apparaître des réactions coordonnées qui surprennent l'adversaire et déjounent ses repères habituels. Le basculement s'explique aussi par un détail souvent négligé: la cohésion nouvelle entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Plutôt qu'une alliance protocolaire, elle ressemble à un atelier permanent où l'on teste, ajuste et renforce chaque maillon en assumant que la souveraineté ne peut pas être déléguée. Ce mécanisme a permis de transformer des outils considérés comme obsolètes en plateformes de communication robustes, capables de supporter un rythme de décision soutenu. La valeur de cette transformation ne se mesure pas seulement en réussite tactique, mais en continuité stratégique. La région n'attend plus les solutions étrangères, elle propose ses propres modèles. Et dans cet écart, nouveau et assumé, se révèle l'ampleur du changement initié. Au cœur de cette dynamique renouvelée, un acteur inattendu se détache. Le technicien anonyme, celui qui, dans un poste avancé du Sahel, ajuste les liaisons numériques artisanales transformées en véritable système nerveux régional.
Son travail devient le fil conducteur permettant de comprendre comment une stratégie abstraite s'incarne dans des gestes concrets. Dans un village frontalier, un officier de terrain raconte comment, en quelques jours, les transmissions brouillées ont laissé place à un flux d'informations clair, constant, presque sans interruption. Ce n'est pas un miracle technologique, mais l'effet direct d'une organisation qui place la compétence locale au centre. Un second cas éclaire encore davantage cette transition. Près d'un un ancien point de contrôle lui abandonné, une petite équipe mixte, ingénieurs civils, jeunes officiers et logisticiens, a réactivé un relais dégradé, considéré comme inutilisable. En moins de 24 heures, ce relais est devenu un pivot, permettant de coordonner un déploiement rapide et de réduire les zones mortes qui paralysaient autrefois les opérations. On voit ici comment une approche centrée sur le terrain transforme les contraintes en leviers et comment l'autonomie devient un choix méthodique plutôt qu'un discours. Ce sont ces figures modestes, souvent invisibles, qui donnent du corps à la nouvelle cohérence sahélienne. Leurs interventions, petites en apparence, deviennent les points d'ancrage d'une stratégie où chaque maillon compte. Ces histoires, loin d'être anecdotiques, montrent que la souveraineté ne se décrète pas. Elle se construit mètre par mètre, signal après signal, par ceux qui vivent les conséquences directes des décisions prises plus haut. Voilà le véritable moteur du changement, une autonomie qui se fabrique au quotidien. Le terrain dicte désormais la structure. L'activation a commencé sans avertissement. Une série de signaux courts, presque imperceptibles, a traversé le réseau réorganisé, donnant aux unités sahéliennes un avantage décisif avant même que l'adversaire ne comprenne que le tempo venait de changer. Au centre de cette mise en marche, la doctrine opérationnelle qui avait été peaufinée pendant des mois, déployer vite, frapper précis, se replier proprement. Les premiers mouvements ont ainsi été lancés depuis 3 points d'appui qui, jusque-là, semblaient n'avoir aucune valeur stratégique. Pourtant, dès la première heure, ils deviennent des pivots, capables de redistribuer les forces, de couvrir des zones jusqu'alors laissées en friche et d'étouffer les premières tentatives adverses. Les équipes avancées ont ensuite enclenché la phase de mobilité, conçue pour se déployer en éventail et saturer le terrain. Des drones locaux ont cartographié en continu les axes désertiques, révélant des chemins oubliés, des failles que personne n'avait prises en compte. Cette précision nouvelle a permis de contourner l'ennemi plutôt que de l'affronter frontalement, en transformant chaque dune, chaque couloir de sable en possibilité tactique. L'alliance sahélienne a joué sur la brièveté. Mouvements compressés, fenêtres d'intervention réduites, décisions prises en quelques secondes. La force brute n'a jamais été l'objectif. C'est la vitesse, la clarté et la cohérence qui dictaient chaque geste. Le climax s'est produit au moment où la coordination entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger a atteint son niveau le plus élevé. Ibrahim Traoré avait insisté sur un principe. Aucune unité ne devait opérer seule, aucun poste ne devait être isolé. Ce sont ces règles simples qui ont permis une montée en puissance fulgurante. Alors que l'adversaire attendait une avancée linéaire, il a été confronté à une attaque en réseau, éclatée, imprévisible, capable de disparaître et de réapparaître selon les besoins. Les communications, autrefois le point faible du Sahel, sont devenues des couloirs fiables où chaque directive est transmise sans bruit parasite. Cette fluidité a créé une forme de pression silencieuse qui a progressivement fragmenté la capacité de réaction de l'ennemi. Dans ce cœur d'action, quelques minutes ont suffi pour inverser l'équilibre. Une équipe de reconnaissance positionnée à la périphérie du désert de Tindi Ibn, a repéré un repli adversaire et a déclenché une série d'ajustements qui ont permis aux unités centrales de verrouiller
les trajectoires d'évasion. Le succès ne reposait pas sur un coup d'éclat, mais sur une succession de micro-mouvements qui, mis bout à bout, ont étranglé la marge d'action adverse. Chaque segment de l'opération avait été conçu pour accélérer la suivante, créant un effet domino où le temps devenait l'arme principale. La phase de réplique est arrivée plus tard, presque en douceur. Les unités sahéliennes n'ont pas cherché à étendre indéfiniment leur avancée. Elles ont sécurisé, consolidé, puis stabilisé leur position. L'objectif était clair, éviter la dispersion, éviter l'excès de confiance et conserver l'avantage acquis. Les relais, les relais rouverts, les antennes réactivées et les routes reconquises ont servi de bouclier. Là où les opérations précédentes s'épuisaient dans l'étirement, celle-ci s'est renforcée en se resserrant. C'est ce contrôle final, méthodique et maîtrisé qui a donné sa forme définitive à la victoire. L'efficacité de l'Alliance sahélienne ne tient pas seulement à la rapidité de ses manœuvres. Elle repose surtout sur une série de baselines solides auxquelles succèdent des deltas mesurables, révélant l'ampleur de la transformation stratégique. Avant la réorganisation, le temps de réaction moyen aux alertes oscillait autour de 12 minutes, une lenteur qui paralysait toute tentative d'initiative. Après la refonte du réseau, cette durée est tombée à 90 secondes, une contraction radicale du cycle décisionnel. Ce chiffre n'est pas seulement une prouesse technique. Il signifie que les unités peuvent se repositionner avant même que la menace ne s'installe pleinement, réduisant le risque d'encerclement et augmentant la marge d'anticipation. Un second indicateur éclaire la solidité du changement. Historiquement, les trois pays du Sahel fonctionnaient sur une mosaïque de postes isolés, souvent redondants, parfois inopérants. En quelques mois, ces structures ont été remplacées par trois centres interconnectés, capables de traiter un volume d'informations nettement supérieur. Ce repositionnement structurel n'a pas pour but de centraliser le pouvoir, mais d'optimiser la circulation du renseignement, d'éviter les angles morts et de garantir une lecture commune du terrain. Le delta est clair. Au lieu d'une dizaine de micropostes exposés et vulnérables, l'Alliance dispose désormais d'une colonne vertébrale cohérente capable d'absorber des flux complexes sans ralentissement. Le troisième chiffre illustre l'impact direct sur la sécurité opérationnelle. Lors des interventions antérieures, les pertes humaines restaient lourdes, dépassant régulièrement plusieurs dizaines par action. À Tindiban, l'Alliance a limité ses pertes à moins de 20 hommes, un résultat inédit. Ce seuil n'est pas la conséquence d'un affrontement moins intense, mais de la qualité des préparations, de la précision des déploiements et de la stabilité logistique. Réduire les pertes à ce niveau implique une gestion rigoureuse des déplacements, une coordination resserrée et un usage constant des technologies locales pour éviter les zones à risque. Ces trois deltas montrent que la transformation ne s'est pas limitée à la dimension matérielle. Elle touche aussi les schémas mentaux, les habitudes opératoires et la manière de lire le territoire. Là où les opérations égyptiennes s'étiraient dans des séquences imprévisibles, celles de l'Alliance suivent désormais une cadence régulière, disciplinée, qui réduit la part d'incertitude. Les acteurs locaux n'opèrent donc plus dans l'attentisme, mais dans l'anticipation, ce qui modifie profondément la dynamique du conflit. Le désert cesse d'être un ennemi logistique pour devenir une surface intelligible, balisée, presque familière. Cette bascule est le résultat d'une philosophie qui privilégie la clarté sur la complexité, la cohérence sur la dispersion. Chaque amélioration repose sur un principe commun: transformer les contraintes en consolidation. C'est cette logique cumulative qui a permis à l'Alliance sahélienne de verrouiller ses gains, non par surpuissance, mais par constance et maîtrise. Deux lectures dominantes se disputent l'interprétation de la stratégie sahélienne depuis Tindibin. Pour certains analystes, l'alliance n'aurait fait que repousser une échéance inévitable,
Sans soutien extérieur massif, disent-ils, aucune structure régionale ne peut maintenir durablement une autonomie stratégique dans un espace aussi vaste, aussi instable, aussi économiquement fragile. Selon cette ligne, les succès initiaux seraient réels, mais mécaniquement limités par la faiblesse des budgets nationaux, la pression diplomatique et les risques d'usure interne. L'idée centrale. Ce modèle impressionne dans l'urgence mais ne survivra pas au long terme. En face, un autre courant défend une position presque inverse. Il affirme que la force de l'alliance réside précisément dans sa capacité à rompre avec les cadres habituels, en cherchant des solutions adaptées au terrain plutôt qu'en copiant des modèles importés. Cette école de pensée souligne que l'innovation sahélienne ne dépend pas de ressources abondantes, mais d'une flexibilité que les grandes puissances ont perdue depuis longtemps. Pour ses défenseurs, la légitimité populaire, la connaissance fine du territoire et la coordination resserrée entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger constituent un socle plus durable qu'il n'y paraît. La réponse se trouve dans les données issues de l'intervention elle-même. Les deltas mesurés, comme la chute du délai d'alerte à 90 secondes ou la consolidation des centres de coordination, montrent que l'alliance ne repose pas sur une dynamique improvisée, mais sur une architecture opératoire en évolution continue. Les trois pays ne cherchent pas à reproduire un modèle classique. Ils construisent un système pensé pour fonctionner avec leurs propres contraintes. C'est cet ancrage local et non une hypothétique abondance de ressources qui explique la tenue de la structure. Ainsi, l'idée d'un succès éphémère se heurte à un constat simple: les améliorations observées ne sont pas liées à une circonstance exceptionnelle, mais à une méthode reproductible. Le débat reste ouvert, mais les faits indiquent donc qu'une autonomie pensée depuis le terrain peut rivaliser avec des configurations plus lourdes. Le point de bascule est arrivé vite. Dans l'heure qui a suivi la stabilisation des premiers relais, une modification inattendue du dispositif sahélien a révélé la profondeur réelle de la stratégie. Au lieu de poursuivre l'avancée comme l'aurait fait n'importe quelle coalition classique, les unités ont volontairement ralenti, resserré leurs lignes et déplacé leurs points d'appui vers des zones considérées jusqu'alors comme secondaires. Cette décision a surpris même les observateurs favorables à l'alliance, car elle rompait avec la logique d'expansion continue habituelle. Mais derrière ce ralentissement apparent se trouvait une lecture plus fine du terrain. Chaque micro-retournement opéré par l'adversaire était anticipé, absorbé, puis neutralisé. Ce mouvement-là portait clairement la marque d'Ibrahim Traoré, qui privilégie toujours la cohérence à la conquête. En réorientant l'effort vers des zones moins visibles, il a transformé l'espace tactique en réseau ajustable, capable d'avaler les contournements adverses sans perdre sa structure. Ce n'était pas une pause, c'était un verrouillage progressif du théâtre d'opération, un recentrage calculé pour empêcher toute réapparition de poches d'instabilité. Ce moment a changé la trajectoire entière de l'intervention. Il a montré que la victoire ne se joue pas seulement dans l'avancée, mais dans le contrôle du rythme. Les conséquences de l'intervention à Tindiban n'ont pas seulement redessiné un champ de bataille. Elles ont modifié la trajectoire concrète de millions de vies, chacune touchée différemment selon la position qu'elle occupe dans le Sahel. Pour comprendre la portée réelle de cette transformation, il faut observer ces quatre groupes: les populations locales dans les villages frontaliers, les acteurs économiques, l'activité économique dans la région a repris. Les niveaux décisionnels nationaux, les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont renforcé leur coordination. Et les circuits régionaux voisinage, les pays voisins du Sahel observent ces changements avec attention, dont les dynamiques se sont déplacées presque simultanément. Dans les villages frontaliers, population locale.
Dans les villages frontaliers, la première conséquence visible a été la baisse significative des incidents armés. Là où les habitants vivaient autrefois sous la menace quotidienne des déplacements forcés, la stabilisation du terrain a permis la réouverture des routes, la reprise des marchés et le retour de certaines activités essentielles. Les communautés, longtemps privées d'autonomie, découvrent qu'elles peuvent à nouveau circuler sans escorte et se projeter hors du strict besoin de survie. Cette forme de respiration collective agit comme un ciment social renouvelé. Elle crée un environnement où la reconstruction cesse d'être un espoir lointain pour redevenir un projet partagé. L'activité économique dans la région a repris. Activité économique. La réouverture progressive des axes commerciaux a initié un mouvement inattendu. Les petites coopératives, notamment agricoles et artisanales, ont retrouvé un débouché régional qui n'existait plus depuis des années. Les échanges entre les trois pays, autrefois fragmentés, se sont densifiés, donnant naissance à un maillage économique plus flexible. Les commerçants remarquent un flux plus régulier, des trajets moins risqués, des délais plus stables. La sécurité accrue crée un cercle vertueux. Plus les routes restent ouvertes, plus les initiatives privées se multiplient. Sans intervention extérieure massive, le Sahel regagne lentement une capacité de circulation qu'on croyait perdue. Les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger ont renforcé leur coordination. Niveaux décisionnels nationaux. Pour les gouvernements du Burkina Faso, du Mali et du Niger, la transformation provoquée par l'alliance dépasse la simple réussite tactique. La coordination interétatique renforce la légitimité des décisions prises car les résultats sont tangibles, mesurables et immédiatement perceptibles par les citoyens. L'approche soutenue par Ibrahim Traoré, réactivité, autonomie et cohérence, s'impose comme un cadre durable offrant aux institutions un socle plus stable pour gérer les crises futures. La confiance interne augmente et, avec elle, la marge de manœuvre politique, ce qui était rare dans un contexte où les dépendances extérieures structuraient traditionnellement les choix. Les pays voisins du Sahel observent ces changements avec attention. Rayonnement régional et voisinage. Les pays frontaliers, longtemps spectateurs d'une région cataloguée instable, observent désormais une évolution inverse. La capacité des trois États à sécuriser seul un territoire aussi exigeant, necessarily, oblige les partenaires voisins à réviser leur grille de lecture. Certains y voient un modèle émergent de coopération sud-sud, d'autres un signal que les régions périphériques peuvent s'organiser sans recourir systématiquement aux puissances extérieures. Dans les deux cas, la dynamique modifie les équilibres habituels. Le Sahel devient une zone de référence, non plus un point faible. Au croisement de ces quatre trajectoires, un constat se dessine. La souveraineté ne se limite plus à un discours politique, elle se matérialise dans les flux, les gestes et les choix quotidiens. À l'issue de Tindiban, trois trajectoires possibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, chacune reposant sur une combinaison différente de stabilité interne, de coordination régionale et de pressions extérieures. Ces trajectoires ne sont pas des prédictions fermes, mais des cadres analytiques permettant de comprendre comment les dynamiques actuelles pourraient se transformer en tendances durables. Elles éclairent surtout ce que deviendra l'autonomie sahélienne une fois passée l'euphorie de la victoire. Scénario de base. La coopération entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger continue de s'affermir à un rythme raisonnable, soutenu par la stabilité des infrastructures déjà remises en état. Les centres de coordination interconnectés fonctionnent sans interruption majeure, permettant une gestion fluide des incidents. Les routes rouvertes restent opérationnelles malgré quelques tentatives sporadiques de déstabilisation.
Les gouvernements maintiennent l'alignement stratégique minimal nécessaire pour éviter un retour au schéma ancien. L'alliance progresse, mais de manière mesurée, équilibrant prudence et continuité. Scénario optimiste. Une consolidation politique plus profonde se met en place. Les trois, les trois pays élaborent un cadre de gouvernance élargi pour la sécurité régionale, intégrant non seulement les forces armées, mais aussi les secteurs civils, économiques et technologiques. Les coopérations locales se multiplient. Nouvelles coopératives transfrontalières, partage d'expertise numérique, programmes d'apprentissage commun. Les flux, les flux commerciaux dépassent les niveaux antérieurs à la crise. La région devient un modèle discret mais réel de coordination autonome, inspirant des initiatives comparables dans d'autres zones du continent. Les tensions diplomatiques extérieures diminuent, faute d'emprise sur une structure devenue plus robuste. Scénario pessimiste. Les pressions économiques et politiques s'intensifient. Des divergences internes réapparaissent, affaiblissant la cohérence de l'alliance. Les relais réhabilités souffrent de manque de maintenance, entraînant des failles dans la circulation de l'information. Les incidents armés augmentent à nouveau dans certaines zones éloignées, obligeant les gouvernements à disperser leurs efforts. Les partenaires extérieurs exploitent ces fragilités pour tenter de réintroduire des formes d'influence, créant un risque de retour progressif à des dépendances que la région essayait précisément de dépasser. Recommandation de pensée. Plutôt que de chercher le scénario le plus probable, il devient plus utile d'évaluer lequel est le plus sensible aux choix humains. C'est là que se joue l'avenir du Sahel. Dans les villages frontaliers, le changement lié à Tindiban ne se lie pas dans les rapports officiels, mais dans les gestes simples qui rythment à nouveau la vie quotidienne. Les marchés rouvrent plus tôt, les vendeurs n'attendent plus la présence d'une escorte pour traverser les axes secondaires, et les familles se retrouvent sans craindre un trajet imprévu. Cette normalité retrouvée ne tient pas à un grand discours, mais à des détails concrets. Un relais qui reste allumé toute la nuit, une patrouille locale qui connaît chaque détour, un poste communal où les habitants déposent des informations sans hésiter. Ce sont ces micro-indicateurs, discrets mais récurrents, qui traduisent la solidité du nouveau cadre. Dans les zones agricoles, la dynamique est tout aussi tangible. Les déplacements redeviennent réguliers, permettant aux coopératives de planifier leurs récoltes au lieu de les improviser. Les commerçants observent des trajets plus stables, des délais moins imprévisibles et une confiance qui s'installe doucement après des années de tension. Le Sahel cesse d'être un espace suspendu et redevient un espace habitable où l'on peut penser à demain sans craindre l'interruption brutale d'un cycle. Les jeunes, longtemps forcés de renoncer à toute projection, recommencent à envisager des formations, des déplacements régionaux, des projets partagés. Ils voient dans la coordination sahélienne non pas un symbole, mais un outil qui leur ouvre des marges de manœuvre. Pour eux, l'autonomie se mesure dans la possibilité de rester, d'apprendre, de participer. Ce retour du quotidien, sans emphase et sans bruit, montre que la souveraineté ne se vit pas dans les grands gestes, mais dans les continuités qui persistent. La consolidation de l'autonomie sahélienne exige désormais une méthode précise, structurée et mesurable. Ibrahim Traoré l'a répété: l'alliance ne tiendra que si chaque pays agit selon un cadre commun, simple mais rigoureux. 5 étapes permettent d'ancrer cette logique dans la durée sans retomber dans les réflexes antérieurs. 1. Institutionnaliser la coordination. Les 3 États doivent en formaliser un organe décisionnel partagé, réuni à intervalles fixes, chargé de valider les réponses rapides aux incidents. Qui? Représentants militaires et civils. Quand? Toutes les 2 semaines. Mesure. Temps moyen de décision collective. 2. Stabiliser l'infrastructure critique.
Chaque relais, chaque centre interconnecté doit être maintenu selon un protocole unique, qui équipe technique locale supervisée par un comité binational. Quand maintenance programmée mensuelle. Mesure taux de disponibilité du réseau. 3. Accélérer la formation pratique. Les jeunes officiers et techniciens doivent passer par des cycles de formation croisés qui Académie nationale, cellule régionale. Quand session continue par cohorte trimestrielle. Mesure temps de réaction opérationnelle après déploiement. 4. Industrialiser les solutions locales. Les équipements artisanaux doivent devenir une filière stratégique. Qui Ateliers régionaux, ingénieurs, civils, coopératives techniques. Quand production continue avec audit trimestriel. Mesure part d'équipements locaux dans les opérations. 5. Garantir transparence et reddition de comptes. Un portail public doit publier indicateurs, dépenses et progrès. Qui Comité mixte de suivi. Quand Mise à jour mensuelle. Mesure régularité des données et consultation citoyenne. Ces étapes ne prétendent pas tout résoudre, mais elles offrent une charpente solide où chaque progrès peut être mesuré sans ambiguïté. La souveraineté gagne en force quand elle accepte d'être suivie, évaluée et corrigée. Dans le calme revenu du Sahel, une image persiste, celle du technicien de terrain penché sur un relais que l'on croyait perdu, faisant renaître un signal fragile devenu colonne vertébrale d'une région entière. Cette scène modeste, évoquée plus tôt, résume mieux que n'importe quel récit la transformation qui a suivi Tindiban. Elle dit qu'une souveraineté réelle ne naît pas dans les grands discours, mais dans la précision des mains qui réparent, ajustent et refusent de laisser tomber ce qui peut encore tenir. Ibrahim Traoré a souvent insisté sur cette idée simple. Une nation se construit à partir de ceux qui travaillent dans l'ombre, ceux qui transforment le possible en réel sans attendre l'éclairage des caméras. Lorsque les villages recommencent à respirer, lorsque les routes ne se referment plus à la tombée de la nuit, c'est cette chaîne silencieuse d'acteurs ordinaires qui emporte la responsabilité. Leur constance fabrique une stabilité durable loin des éclats de victoire. Et si Tindiban marque un tournant, c'est parce que cette scène, un relais rallumé dans le sable, est devenue un symbole partagé plutôt qu'une exception isolée. Elle relie l'immense au minuscule, le stratégique au quotidien. La force durable naît des gestes répétés. Si l'histoire de Tindiban continue d'inspirer, c'est parce qu'elle dépasse largement le cadre d'une opération réussie. Elle interroge la manière dont une région longtemps sous-estimée redéfinit les conditions mêmes de sa stabilité. Le Sahel, souvent décrit uniquement à travers ses crises, montre ici une autre version de lui-même, façonnée par des choix locaux, des compétences assumées et une cohésion qui se construit pas à pas. Cette dynamique n'appartient à aucun héros isolé, elle émerge des communautés, des techniciens, des décideurs, des réseaux qui refusent de la résignation. Dans ce mouvement collectif, chacun joue sa part. Habitants qui réoccupent l'espace, équipes locales qui maintiennent les relais vivants, institutions qui apprennent à coopérer sans filtre extérieur. Ce sont ces contributions multiples qui donnent de l'épaisseur à la souveraineté nouvelle et qui rappellent que la stabilité ne se décrète pas, elle se cultive. Si vous souhaitez comprendre d'autres dynamiques régionales, suivre les évolutions du Sahel ou explorer ce que ces transformations signifient pour l'avenir continental, vous pouvez poursuivre la discussion ici. Quels aspects aimeriez-vous approfondir ou comparer?